quelque part au nord de la Syrie. De jeunes révolutionnaires creusent des fosses. Ce seront peut-être leurs tombes. Dans quelques jours, ils livrent une bataille décisive contre les troupes de Bachar al-Assad. Leur chef se fait appeler Abou Hajar. D'origine syrienne, il est français. Informaticien avant la Révolution, il dirige aujourd'hui une brigade de 500 hommes affiliés à l'armée syrienne libre. Toute cette région-là, jusque là-bas, j'ai un groupe dans chacun des villages d'une quinzaine de personnes à 20 personnes. Et qui sont tous vraiment des bons hommes, des hommes honnêtes et vraiment prêts à combattre, etc. On peut prendre cette route par là. Non, c'est risqué. Arrêtons-nous là. C'est plus sûr d'y aller à pied. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que parfois dans ces oliviers se cache l'armée et fasse des pièges. Donc à pied on est plus apte à les voir et moins apte à être prêt possible. Ce jour-là, pour préparer la bataille, Abou Hajar et ses hommes sont en mission de reconnaissance. Il y a cette colline, il y en a une autre après. Et ensuite, c'est le checkpoint. On va dans cette direction. La zone est truffée de dizaines de hameaux transformés en postes militaires par l'armée gouvernementale. Leur rôle, protéger un axe autoroutier vital pour le régime. Abou Hajar et ses hommes s'approchent au plus près de l'ennemi. Le commandant veut identifier l'emplacement des armes lourdes d'un des postes militaires. On va filmer d'ici le fameux checkpoint. On est rentré doucement, on sait jamais que l'armée est venue nous faire un piège ici. On va filmer d'ici. Fais attention. Filme-moi les deux bâtiments du checkpoint. Prends-moi au moins le nouveau poste, si tu vois le char et les positions de tir. Mis à part un drapeau, à l'œil nu, rien ne laisse imaginer que l'armée a ici des forces importantes. Et pourtant, à y regarder de plus près, on peut apercevoir là, sur la droite, ce qui semble être un véhicule blindé. La plupart de ces combattants portent la barbe. Parmi eux, des maçons, des étudiants, des déserteurs de l'armée. Mais ils ont tous un point commun. Ils sont syriens de confession sunnite et islamiste. Ils se considèrent comme des moudjahidines. La différence entre un révolutionnaire et un moudjahid, c'est que le révolutionnaire peut être de différentes religions ou convictions ou idéologies. Ça peut être un chrétien qui est contre le régime, ça peut être un alaouite même, contre les régimes. Alors que le moudjahid, c'est quelqu'un qui se bat avec un autre but et une autre idéologie, pas simplement la chute du régime, mais également l'installation d'un État islamique. Éduqué en France, Abou Hajar est venu s'installer sur la terre de ses ancêtres 5 ans avant la Révolution. Ses origines syriennes se trouvent ici, à Seyjar. Paisible village où la vie semble continuer malgré la guerre. De son vrai nom Abdelrahman Ayachi, il est le descendant d'une des plus anciennes familles de l'aristocratie sunnite de la région. Au milieu des champs, la maison de ses ancêtres, les El Ayachi.
C'est une maison qui appartenait à mes grands-parents et à toute notre famille depuis déjà des générations, et qui à la fin a appartenu à mon père. Donc mon père a vécu ici pendant des années. Il aime beaucoup cette terre, c'est lui qui a planté pas mal d'arbres qu'il y a ici, de raisins, etc. Et il aimait à venir se reposer ici de temps à autre et recevoir ici pas mal de gens, comme il est imam. Sa mère est française. Enfant, il a grandi près d'Aix-en-Provence, puis a vécu à Bruxelles jusqu'à l'âge de 26 ans. Fils d'imam, il est devenu très jeune islamiste. La justice belge l'a accusé d'avoir fait partie d'une cellule de recrutement pour le djihad en Irak et en Afghanistan. Elle l'a même condamné à 5 ans de prison par contumace. Lui se défend fermement d'être un terroriste. Il condamne les méthodes d'Al-Qaïda, mais revendique le droit de combattre au nom de l'islam. Le djihad a ses règles, qu'on appelle ahkam al-djihad, assez proches des conventions de Genève, peut-être qu'il y a quelques différences, mais qui établissent les règles de la guerre, quoi. Dans le djihad, le prophète nous a toujours commandé de ne pas tuer des personnes innocentes, que ce soit des civils, des femmes, des enfants, ou même couper des arbres. Bref, l'islam interdit cela. Aujourd'hui, sa tête a été mise à prix par le régime syrien. Une Mercedes et une maison pour celui qui permettra sa capture. Sa demeure a même été ciblée par plusieurs tirs de roquettes. Dans la région, Abou Hajar s'est fait un nom en faisant tomber il y a 6 mois un symbole du régime, la prison d'Idlib. السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا بالعرعور. السلام ورحمة الله وبركاته. Cet imposant complexe pénitentiaire était dirigé par un proche de Bachar al-Assad. Abou Hajar l'a pris d'assaut avec 200 révolutionnaires. La bataille, acharnée, a duré 3 jours. La visite des geôles du régime se fait dans le noir. Le gouvernement contrôle la centrale électrique et coupe régulièrement le courant. La prison contenait 300 personnes, des prisonniers de droit commun, mais pas seulement. Dans les sous-sols se trouve un quartier de cellules individuelles. Elles étaient réservées aux détenus politiques. On voit aux mains et aux pieds des prisonniers. Sur l'un des murs, cette fresque bucolique contraste avec ce qui se serait passé ici. Ici, il y a eu une exécution à coups de fouet, etc., jusqu'à ce que certains soient morts, pour faire entendre les prisonniers qui sont tout seuls. Donc il est torturé ici pour faire entendre les autres. En 2012, selon l'Observatoire des droits de l'homme syrien, la torture aurait fait plus de 900 morts dans les geôles du régime. Toujours dans les sous-sols, non loin de là. Nouvelle découverte tout aussi macabre. Ici, vous voyez, là, il y a la corde. Une salle de pendaison. Il y a pas mal de nos hommes qui me disent que leur cousin, leur oncle, etc., est rentré en prison et n'est jamais ressorti, puis déclaré mort. D'autres qui ne savent même pas s'il est mort ou encore vivant après des vingtaines d'années. Mais est-ce que c'est par ce moyen-là exactement? Je ne sais pas vous dire. Depuis 40 ans, la police secrète arrête et exécute des citoyens en dehors de tout cadre judiciaire. Mais cette prison est à nouveau utilisée. Abou Hajar y garde les détenus condamnés par le nouveau tribunal islamique de la région. Pour l'instant, il n'y a que des jeunes arrêtés pour vol et agression, condamnés à des peines de détention. C'est un tribunal islamique, donc forcément, il juge par la charia, effectivement, mais les savants musulmans donc, sont d'accord pour dire que les peines légales dans la charia ne s'appliquent que lorsque le contexte le permet, c'est-à-dire, par exemple, on ne va pas couper la main d'un voleur alors que le gars, il a faim. Abou Hajar a installé son quartier général dans l'ancienne mairie. Sa brigade fait partie des Faucons de Cham, un groupe armé d'obédience salafiste.
Certains d'entre eux n'ont pas toujours été islamistes. Comme Mohamed Ali, l'aide de camp d'Abou Hajar. Avant la Révolution, il étudiait l'agronomie à l'université de Homs et n'était pas très porté sur la religion. À l'université, il draguait 25 filles à la minute. Voire plus. Ça, c'est mon ami chrétien qui est à côté. À gauche, avec des lunettes de soleil, sans barbe, Mohamed Ali. Dès 2011, il a participé aux premières manifestations pacifiques. Pour moi, au départ, c'était une révolution laïque. On fait tomber un régime, on rétablit la liberté pour que les gens puissent dire ce qu'ils veulent sans peur. Mais pendant les 6 premiers mois de la révolution syrienne, le monde entier nous a laissé tomber. Tous les pays du monde. Les États-Unis, l'Union européenne, la France. Notre slogan dans les manifs est devenu « Ô Seigneur, nous n'avons que toi, notre Dieu ». Aujourd'hui, faute d'État, l'anarchie règne. Tout manque. L'essence, le gaz, la nourriture. Marché noir, contrebande font flamber les prix. Pour nourrir tout le monde, Abou Hajar a dû trouver une solution étonnante. C'est le four du village qui fournit en pain toute la région. Mais c'est la ville d'Idlib, contrôlée par les autorités, qui possède tous les stocks de farine. Alors, Abou Hajar a passé un deal. En échange de la farine, il livre chaque jour des centaines de pains. Petits arrangements entre ennemis. À quelques jours de la bataille, le commandant Abou Hajar a convoqué ses chefs d'unité en secret. À cause des bombardements aériens, la réunion va se tenir dans une grotte. 5 mois qu'Abou Hajar met au point sa stratégie. Le but, couper un axe autoroutier qui permet de ravitailler la ville d'Idlib, dernier bastion du régime dans la région. Et nous, ce qu'on va faire, c'est couper donc ce morceau-là de la route, de là à là, et on va essayer de faire sauter les ponts et renverser la vallée. La fameuse route est protégée de chaque côté par des bâtiments occupés par des militaires, de l'artillerie. Pour prendre le contrôle du poste et de la route, le chef a imaginé une manœuvre de diversion. On va attaquer avec des snipers. Si vous voyez le char, vous utilisez les lance-roquettes et les mitrailleuses. En fait, nous faisons d'abord une diversion d'un côté de l'autoroute et l'attaque démarre ensuite vraiment de l'autre côté. Il est donc possible qu'ils envoient sur nous des avions, hélicoptères, Vosilika, mortiers et même armes chimiques. Nous ne nous étonnons pas qu'ils seront capables de tout utiliser pour nous empêcher d'y arriver. « 24 heures avant l'offensive. La route du village de Seyjar a été coupée par les hommes d'Abou Hajar. Les révolutionnaires ont reçu pour mission de miner la route tous les 20 mètres. Le but, empêcher une éventuelle contre-attaque de l'armée le jour J. Comment ça se passe? Écoute, si le char arrive, je te garantis de le renverser sur le dos, si Dieu le veut. Faute d'avoir de vraies mines, les révolutionnaires bricolent avec les moyens du bord. À l'origine, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais pour les paysans, c'est ça? C'est l'engrais que les paysans utilisent pour leur sol. Ils savaient déjà à l'époque faire sauter des mines parce qu'ils utilisaient ça pour faire sauter les rochers au milieu de leur terre, etc. Donc ils mélangent ça avec du sucre, etc. Donc toute une petite composition. Ça a l'air simple. Ils font un trou dans le bitume, le bourre d'explosifs, ajoutent un détonateur et un morceau de dynamite. Le tout est relié par un câble électrique couvert de goudron qui va passer sous la route. Les méthodes sont artisanales. Le responsable du minage de la route n'est pas lui non plus vraiment un spécialiste. Qu'est-ce qu'il faisait avant, lui? Je travaillais dans le textile et la fabrication de lingerie.
les sous-vêtements de femmes. Il dit que de la lingerie aux explosifs, c'est pas la même chose. Ah, c'est l'oppression. À quelques heures de l'attaque, Abou Hajar fait une dernière tournée sur le terrain. Il veut s'assurer de l'emplacement des différents mortiers placés par ses hommes dans les montagnes. Une vérification qui va vite se transformer en leçon d'artillerie. La première information, c'est la distance. 1,5 km, d'accord? Là, la deuxième case, elle dit que tu es à 144 degrés nord. Nous, on est là, on tourne de 144 degrés et on a notre direction de tir. Tu comprends? Alors, si tu veux changer de place, tu suis ton angle de tir sur la boussole, la 144, tu marches tout droit et tu es censé arriver à voir ta cible. Tu comprends l'idée? Tu continues à marcher tout droit jusqu'à ce que tu vois le checkpoint. Les gars, le mortier doit aller dans ce sens. Pourquoi il doit être dans ce sens? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si tu mets le socle dans un sens et le pied du mortier dans l'autre, ça va tirer n'importe où. Après une bonne heure d'explication, voilà, c'est parfait. avant la Révolution, Abou Hajar dirigeait une entreprise d'informatique. Il ne connaissait rien à la stratégie militaire. Je l'ai appris un petit peu dans certains bouquins, des bouquins communistes, notamment donc, la guerre de guérilla du Che Guevara, la guerre urbaine de Carlos Marighella, quelques livres de Mao Tse-tung. Bref, tout ça, ça m'a donné pas mal d'idées sur comment est-ce qu'on doit combattre une armée puissante alors qu'on n'est pas une armée. Le commandant a fait installer au milieu des montagnes un campement secret. Comme souvent avant de combattre, Abou Hajar va s'isoler pour appeler sa famille, qu'il a mise à l'abri, loin de la guerre. Sa femme, une Syrienne, a trouvé refuge avec ses 2 jeunes enfants à Bruxelles. Ça va bien? Toi, tu vas bien? Ça va. Mais toi, tu vas bien? Tu es où? Tu es chez Ikea? Chez Ikea, avec mes copines. Ah, et les enfants, comment vont-ils? Comment va Elias? Comment va Hajar? Elias va bien, mais Hajar est malade, parce qu'elle ne te voit plus. Les enfants, ça fait un peu plus d'1 an, donc 1 an et demi, qui demandent à me voir et à être auprès de moi. Bah, on verra, je suis en train de lui dire que si jamais cet été, eh bien, je suis toujours vivant, Inch'Allah, peut-être qu'on les verra en Turquie ou quoi, on verra pendant les vacances, quoi, si j'arrive à les voir quelques jours. L'épouse d'Abou Hajar a rêvé de son mari la veille. Hier, dans mon rêve, j'ai vu que tu tombais en martyr. Tu m'as vu tomber en martyr? Ta tante vient frapper à la porte, j'ouvre, et elle entre en pleurant avec ton neveu. Je demande, qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie. Elle me dit, ton mari est mort. « 3 heures du matin. La bataille va bientôt commencer. Pour se distinguer des soldats ennemis, les révolutionnaires mettent des rubans rouges sur leurs bras. Abou Hajar donne ses dernières directives. Pour les 200 hommes qui participeront à l'attaque, Abou Hajar fait lui-même l'appel pour la prière de l'aube. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les hommes sont tendus. Ils le savent, tous ne reviendront pas vivants.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم انصرنا يا رب. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Le premier groupe d'attaque, allons-y. Le groupe de Sayed et Abou Hajar. Comme à chaque opération, Abou Hajar va mener l'assaut lui-même. Je ne me vois pas en train de rester derrière et mes hommes devant, je n'arriverai pas psychologiquement à résister. Et c'est pas en restant derrière que j'arriverai à atteindre le martyr. Vous avez peur? Pour l'instant non, même pendant la bataille ça va, j'ai pas peur non. Non, vous n'avez pas peur, tout le monde a peur. Ça m'arrive des fois d'avoir peur, mais j'ai surtout peur quand je suis en ville qu'il tombe une bombe, j'ai l'impression de mourir par traîtrise, alors que là j'y vais pour ça, donc je sais à quoi m'attendre. Ça me fait pas vraiment peur, non. Quelques minutes plus tard, Abou Hajar lance l'assaut. Je suis avec Mohamed Ali, en deuxième ligne. Il attend le signal de son chef. On y va dans 20 minutes. Les combats se déroulent à 200 mètres à peine, derrière ce champ d'olivier. Le groupe a pour l'instant consigne de ne pas tirer. Écoutez les gars, j'entends un char arriver. On a un lance-roquette? Non. Les combattants se croyaient à l'abri derrière leur talus. Un char les prend pour cible. Les tirs se rapprochent. De plus en plus précis. Pour se donner du courage, les combattants invoquent Dieu. Mais la peur n'est pas loin. Deuxième groupe d'attaque, allez-y. Sur un signal enfin, les hommes de Mohamed Ali partent à l'attaque. Il faut traverser un champ d'oliviers quasiment à découvert. Les gars, dispersez-vous! Au bout du champ, ils réussissent à prendre position dans une première bâtisse. L'ennemi est tout près. Allahu Akbar. Dans ce bâtiment, les combats font maintenant rage depuis 1 heure. Mohamed Ali est en liaison permanente avec son chef aux avant-postes. Abou Hajar! Abou Hajar, tu m'entends? Le deuxième groupe d'attaque! On se met à l'attaque? Quel groupe? Le deuxième groupe d'attaque! Avancez. Mohamed Ali et ses hommes tentent de poursuivre leur progression. Mais le feu de l'ennemi est trop intense. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tous à terre, tous à terre. Portez-le, allez! Retranchée dans ses positions, l'armée gouvernementale ne laisse pas les rebelles approcher. J'ai perdu Mohamed Ali. Un combattant se propose de me mener en première ligne. Nous atteignons la fameuse autoroute que protègent les soldats de Bachar al-Assad. Nous nous approchons au plus près des positions ennemies. L'armée est à 100 mètres. Elle occupe ce bâtiment.
Il est protégé par un char. Derrière ses fenêtres, des tireurs embusqués. Tu veux un conseil pour bien le cibler? Non, laisse-moi faire. Ce combattant veut tenter de neutraliser le char avec son lance-roquette. Sauf que la roquette est défectueuse. Quelques instants plus tard, les révolutionnaires sont la cible d'un tir d'obus. Sur une autre ligne de front, je retrouve enfin Mohamed Ali. Tu vas foncer avec le pick-up. Nous allons lancer l'assaut. Toi, t'avances et tu nous couvres. Les soldats loyalistes tirent depuis cette tour de briques. Les rebelles espèrent les déloger, mais des tireurs cachés stoppent leur progression. Abou Hajar, tu m'entends? Je t'écoute. Tu as des munitions? En permanence, Mohamed Ali tient au courant son chef Abou Hajar. À 500 mètres de là, le commandant Abou Hajar et son avant-garde sont eux aussi en difficulté. Abou Hajar! La Doshka! Tu veux qu'on te couvre avec la Doshka? Avance, fais avancer la Doshka! Avance, viens vers moi! Sans plus d'explications, Mohamed Ali disparaît pour tenter de se rapprocher d'Abou Hajar. Ce groupe d'hommes a reçu pour ordre de faire un tir de couverture pour protéger Abou Hajar, qui est en première ligne. Mais la riposte de l'armée ne tarde pas. Nouveau tir de mortier de l'armée, au pied d'un pylône électrique. Là, précisément, où se trouvait Abou Hajar et ses hommes. Après 6 heures d'affrontement, l'épuisement et le doute gagnent les combattants. L'offensive semble à l'arrêt. Abou Hajar ne répond plus. Je décide de retourner au quartier général, situé à plus d'1 kilomètre de là. Les combattants viennent d'apprendre que leur chef, Abou Hajar, est mort. Mohamed Ali, son second, n'a même pas pu récupérer sa dépouille. Pour moi, c'était une personne proche de mon cœur. Avec Abou Hajar, nous étions toujours ensemble. Je n'ai à me plaindre qu'auprès du Seigneur. 25 morts, 60 blessés. Les hommes d'Abou Hajar ont dû renoncer à couper l'autoroute ce jour-là. J'apprendrai plus tard que la télévision gouvernementale syrienne a annoncé la mort d'Abou Hajar comme une victoire. Pour le régime syrien, c'est la fin d'un terroriste. Pour les rebelles, c'est un héros qui est tombé. Abdelrahman Ayashi, dit Abou Hajar, avait 33 ans.